Braquage boursier réussi. Anas Frewi dégage les manifestants du mouvement du 20 février qui s'inspirent des révolutions en cours en Tunisie et en Égypte ont ciblé une nouvelle personnalité. Ils souhaitent la voir disparaître de la scène politique et économique. Jusqu'alors, ce privilège avait été réservé au premier cercle des proches de Mohamed VI. Ces hommes considérés par l'opinion comme responsables de tous les maux dont souffre le pays, à commencer par la corruption. L'attaque contre Anas Frewi, magnat marocain de la promotion immobilière et PDG du groupe Abdoha, n'est pas le fruit du hasard. Depuis l'été 2011, ce chef d'entreprise de 54 ans appartient au cercle très fermé des milliardaires cachés, tels qu'ils ont été répertoriés par l'agence de presse américaine Bloomberg. Nous définissons comme tel, indique l'agence, un individu dont la fortune s'élève à 1 milliard de dollars ou plus et qui n'est jamais apparu sur une liste internationale et importante de gens riches. Avec une fortune évaluée à 2,3 milliards de dollars, correspondant à 61,74% du capital de son entreprise, Anas Frewi satisfait haut la main aux critères de sélection de Bloomberg. L'information a fait l'effet d'une bombe dans les milieux d'affaires marocains. Anas Frewi est la deuxième fortune du Maroc après celle du roi Mohamed VI. Dans les salons cossus des villas de Casablanca, on se repaît de cette anecdote. En 2008, Anas Frewi a encaissé plus de dividendes que le King ou le Boss, comme les Golden Boys marocains aiment à appeler le roi. Soit 263 millions de dirhams contre 244 millions pour le monarque. La prudence reste toutefois de mise quant à la validité de ces chiffres. Il se murmure qu'Anas Frewi, aussi terne et insipide soit-il, serait un protégé du palais, avec qui certains membres de la famille royale seraient en affaires. Pire, qu'il aurait été choisi en raison de sa docilité pour porter les parts de certains hommes clés du palais dans son groupe. Quand Monsieur Tout-le-Monde est milliardaire, le PDG vit mal ce battage médiatique autour de sa personne, lui qui se plaît à répéter qu'il n'est qu'un Abdu Rabbih, serviteur de Dieu, et un Monsieur Tout-le-Monde. Si sa vie c'est le travail, si Anas, comme l'appelle avec déférence ses obligés, ne rechigne pas à vivre comme un milliardaire. Entre jet privé et luxueuse berline, l'homme est cependant à des années-lumière de la flamboyance tape à l'œil de certains grands patrons marocains. C'est d'ailleurs ce qui rassure chez lui. Jusqu'à son physique passe-partout teinté d'une bonhomie, toute relative, une moustache de papy et de légère rondeur de bon père de famille. Seule une certaine raideur dans le port, renforcée par un costume cravate sombre toujours tiré à quatre épingles, rappelle que monsieur appartient à l'élite du pays. Anas Frewi a vu le jour en 1957 dans une famille de 9 enfants, issus de la bourgeoisie de la ville de Fès, qui a longtemps dominé tant économiquement que politiquement le royaume, mais qui est aujourd'hui mise à mal par les élites économiques de Casablanca, si Anas a la chance d'être bien né. Dans les années 60 et 70, son père est administrateur de la Banque populaire de Fès et surtout un homme d'affaires prospère. Les Frewi exploitent une mine de Rassoul, cette argile qui fait le bonheur des peaux fragiles, qu'ils exportent à l'étranger. Une assise sociale et financière qui permettra au jeune Anas de déserter les rangs de l'école dès l'âge de 17 ans. Plus tard, il vantera son parcours d'autodidacte. Je voulais suivre mon père et tout apprendre de lui. L'école, c'est important, mais ce n'est pas là qu'on apprend l'essentiel. Le bon sens, l'humilité et surtout le respect, quoi qu'il en coûte de la parole donnée, déclarait-il dans une interview truffée de clichés
et de bons sentiments accordés en 2006 à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Mon père appréciait mon dévouement et ma force de travail. J'ai passé mon temps sur les routes entre Casablanca, Agadir et Fès pour suivre notre exploitation minière et nos usines de production de papier d'emballage. Une fortune bâtie sur les logements sociaux. Au fil de ses voyages incessants, Anas se révèle un fin businessman et développe les affaires familiales. Dans les années 80, le futur milliardaire se lance dans l'immobilier. Avisé, il ne choisit pas la construction qui nécessite de lourds investissements, mais la promotion, car la spéculation peut permettre d'amasser rapidement une fortune. Il débute avec une petite entreprise créée en 88, baptisée Doja Promotion Group Ad-Doha, en toute discrétion puisqu'il devra patienter jusqu'en 94 pour récolter les premiers fruits de son pari. Cette année-là, Hassan II, alors au fait de sa puissance, décide, après avoir négligé le développement social de ses sujets pendant des décennies, de lancer le programme dit des 200 000 logements sociaux. La population marocaine a explosé et les villes ploient sous le poids de l'exode rural qui grossit les bidonvilles. Un an plus tard, en 1995, Ad-Doha inaugure son premier programme. 2371 logements à Heinsberg, une banlieue industrielle et polluée de Casablanca, où bon nombre de grandes entreprises marocaines ont leur siège social. Anas Frewi a effectivement flairé le bon filon. Le logement social devient un chantier prioritaire à partir du début du règne de Mohamed VI, qui en fera même un des moteurs de l'économie avec les grands travaux d'infrastructure. Ces constructions passent souvent par la signature avec les pouvoirs publics de conventions permettant aux promoteurs de bénéficier d'avantages fiscaux conséquents et d'acquérir à petit prix du foncier. Les logements sociaux feront la fortune initiale d'Anas Frewi. C'est un scandale quand on sait que ce programme national est censé servir la frange la plus pauvre de la population, mais assurera au passage la fortune d'une poignée de promoteurs immobiliers. Déplore cette journaliste qui a longtemps travaillé sur le cas Ad-Doha. Les modestes et les pauvres sont une source inépuisable de profit. Au Maroc, la construction de logements sociaux, réalisés avec des matériaux souvent plus que médiocres, permet de dégager des marges bénéficiaires de 30%. Vers la fin du règne d'Hassan II, Anas Frewi se rapproche une première fois du palais royal. Un témoin proche des arcanes du pouvoir se souvient que le patron d'Ad-Doha était lié au puissant ministre de l'Intérieur et homme des basses besognes, Driss Basri. Frewi était aussi en contact avec d'importants personnages de la ville de Casablanca, ajoute-t-il en précisant que ce détail a son importance. Dans le plus grand secret, ces hommes étaient actionnaires d'Ad-Doha à hauteur de 15%. Un détail qui reste cependant impossible à corroborer. En tout cas, Frewi acquiert une certitude, évoluer dans le sillage du roi est source de profit. Quelques mois après la mort d'Hassan II, survenue en 99, Mohamed VI destitue Driss Basri et pourchasse les proches de l'ancien ministre de l'Intérieur, parmi lesquels les personnages de Casablanca cités plus haut, qui selon notre témoin, auraient été contraints de se séparer de leur part dans Ad-Doha. Celle-ci aurait été transférée au palais. Pas plus que sur le point précédent, il n'apporte de preuves, mais il poursuit ainsi ses révélations. Anas Frewi a recommencé à tisser des liens avec le palais au début de l'année 2006, notamment avec le secrétaire particulier de Mohamed VI, Mounir Majidi, affirme-t-il, avant d'ajouter, d'ailleurs, le frère de Majidi est marié à une cousine d'Anas Frewi, des liens de sang qui valent de l'or. Il faut dire qu'Anas Frewi a eu l'habilité en 2003 de rendre son entreprise particulièrement attrayante grâce à ce qu'on appelle le guichet unique.
Innovant, ce concept consiste à réunir dans le même lieu tous les services dont les acheteurs de logements sociaux, souvent analphabètes et non bancarisés, ont besoin. Banque, notaire, services d'eau et d'électricité. Objectif, remplir en une journée toutes les formalités nécessaires à l'acquisition d'un logement, ce qui en temps normal prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ad-Doha entame alors une période faste où son offre rencontre l'immense appétit des Marocains pour le logement neuf. Anas Frewi se frotte les mains et peut déclarer dans Jeune Afrique en 2006 « Nos bilans 2002-2005 affichent des résultats nets de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires. En 2005, nos bénéfices avoisinaient les 60 millions d'euros et nos fonds dépassaient les 150 millions d'euros. Le plus grand délit d'initié de l'histoire du Maroc. En 2006, Ad-Doha va connaître un tournant capital avec l'introduction en bourse de 35% de son capital. Quelques semaines plus tard, des cadres dirigeants du groupe reconnaîtront à demi-mot que c'est en réalité sous la pression de l'entourage royal qu'Ad-Doha a ouvert son capital. L'opération débute le 6 juillet 2006 avec la vente d'actions appartenant à Anas Frewi lui-même. Les prévisions financières sont au beau fixe et l'introduction en bourse est un succès. Quelques jours auparavant, l'hebdomadaire Tel Quel avait annoncé que selon les premières estimations, la société avait été souscrite plus de 15 fois. C'est la première fois qu'une entreprise immobilière est cotée et ça inspire confiance, justifie tant dans les rangs des analystes financiers et des traders, en réalité très loin du compte. Au final, l'offre publique de vente sera souscrite 18 fois. La hausse de l'action a été tellement vertigineuse que conformément à la réglementation et pour ne pas freiner le volume des échanges d'une valeur devenue très élevée, Sofrewi a divisé par 2 le prix du titre tout en doublant le nombre d'actions, raconte ce journaliste. Sofrewi peut se frotter les mains, il vient d'empocher un pactole de 2,7 milliards de dirhams, 270 millions d'euros. Toute proportion gardée, monsieur et madame tout le monde ont aussi modestement profité de cette juteuse opération. On a pu se payer un voyage à l'étranger avec mon mari. Un collègue, lui, a carrément payé l'avance de sa maison grâce à Ad-Doha. Autour de moi, tout le monde savait pertinemment que l'action Ad-Doha allait prendre beaucoup de valeur, même si nous ignorions quel en serait l'élément déclencheur, se souvient une consultante casablancaise spécialisée dans la communication financière. Dans les mois qui suivent cette introduction en bourse, on décèle qu'Ad-Doha a fait manifestement d'autres heureux qui dans l'ombre se sont remplis les poches sans retenue ni vergogne. Il se murmure avec insistance que des fortunes se sont bâties grâce à Ad-Doha. Un véritable braquage que banquiers, analystes financiers et traders qualifient unanimement de plus grand délit d'initié jamais orchestré au royaume du Maroc. L'examen minutieux des variations du cours de bourse d'Ad-Doha révèle que tout s'est joué dans les 4 mois qui ont suivi l'ouverture du capital, très exactement en 3 étapes qui courent du 6 juillet au 10 novembre 2006, où le niveau déjà trop élevé de l'action devient préoccupant et injustifié. Selon les analystes financiers, entre juillet et mi-août 2006, le titre évolue de façon raisonnable pour se hisser jusqu'à 800 dirhams, 80 € l'action, en raison d'un intérêt économiquement fondé pour le promoteur immobilier. Pour le promoteur immobilier. Deuxième étape, on assiste à un premier emballement du marché. En cause, la sortie d'une note de recherche de la société de bourse d'Atijari Wafa Bank qui valorise Ad-Doha à 1050 dirhams, 105 €. Comportement moutonnier des investisseurs et des petits actionnaires oblige, l'action atteint rapidement cette valeur jusqu'à être boostée de nouveau par une seconde note
de la même filiale de Tijari Wafa Bank, qui valorise le titre à 1400 dirhams. Troublant, c'est très troublant, quand on sait qu'Atijari Wafa Bank appartient à l'ONA, l'un des holdings royaux. Dès cet instant, l'action cote alors à 1490 dirhams. Le groupe Ad-Doha suspend toute communication officielle, notamment sur les acquisitions de terrain, car cette information permet toujours d'anticiper la valeur d'un groupe. La troisième étape, celle que certains ont pu qualifier de braquage boursier, peut alors débuter. Elle se caractérise par une augmentation continue de l'action Ad-Doha entre rumeurs et spéculations. Le 10 novembre 2006, elle culmine à 2014 dirhams et ce même jour, les transactions autour du titre atteignent le niveau record de 1 milliard de dirhams, 100 millions d'euros, soit les 2/3 du chiffre d'affaires de la bourse. Du jamais vu à Casablanca, qui s'explique par l'événement qui va se produire le lendemain. Le 11 novembre 2006, en effet, Anas Safraoui signe avec l'État et en présence du souverain une importante convention d'investissement de 11 milliards de dirhams, 1,1 milliard d'euros. Elle porte sur 2 projets touristiques qui n'ont donné lieu à aucun appel d'offres. Si le monarque se garde bien de signer lui-même cette convention, il laisse ses détails aux membres du gouvernement et aux hauts fonctionnaires. Sa seule présence suffit à montrer l'importance qu'il lui accorde. Concrètement, l'État vend à un prix fort compétitif des terrains que le promoteur immobilier s'engage à développer. Le premier projet de 53 hectares concerne le terrain du zoo de Tmara, près de Rabat. Le seul zoo du Maroc promis un avenir d'appartements et de villas de standing. Il nécessite de la part de Doha un investissement de 4,65 milliards de dirhams, 465 millions d'euros. Le second projet d'un coût de 6 milliards de dirhams, 600 millions d'euros, pour une superficie de 450 hectares, porte sur la construction d'un pôle touristique toujours à Rabat. Pour beaucoup, l'explosion du cours de Doha et l'achat en masse d'actions ne peuvent s'expliquer que par le fait que d'aucuns étaient parfaitement informés que le roi allait privilégier le groupe par l'attribution de terrain qui lui permettrait d'augmenter son chiffre d'affaires. La valeur d'une entreprise de promotion immobilière dépend du foncier auquel elle a accès. Et l'on comprend dès lors que tout pouvait être joué d'avance. Sous couvert d'anonymat, plusieurs proches du dossier désignent l'entourage du monarque comme chef d'orchestre. Pour semer le trouble et ajouter à la confusion ambiante, Fouad Ali El-Himma, l'ami du roi et ministre délégué de l'Intérieur, sous-entend à tort que le propre frère du monarque, Moulay Rachid, serait derrière cette affaire. Une façon de détourner les regards qui se portent alors sur Mohamed VI. Je n'ai pas l'information. Aucune preuve formelle n'existe contre le souverain. Et sans surprise non plus, l'identité des principaux nouveaux actionnaires du groupe n'est pas rendue publique. À l'époque, j'ai remué ciel et terre pour essayer de le savoir, mais le secret était jalousement gardé, se rappelle ce journaliste. Interrogé par un quotidien marocain réputé proche des autorités, quelques jours après la signature de la convention en présence de Mohamed VI, le directeur général du groupe Ad-Doha, Nordin Ayyoubi, l'ouvroie pour esquiver les questions gênantes. Il y a eu effectivement beaucoup de rumeurs infondées sur l'arrivée de nouveaux investisseurs dans notre capitale. Nous n'avons pas de problème financier, bien au contraire. Donc l'entrée de nouveaux actionnaires dans notre capitale est inopportune. Peu convaincant, 6 ans plus tard, les noms des détenteurs du capital flottant en bourse restent toujours un secret. Je n'ai pas l'information, avoue Asiya Warraq, la directrice de la communication de la bourse de Casablanca. Un comble. Sur un marché correctement régulé, ce qu'il convient d'appeler l'affaire Ad-Doha aurait donné lieu à une enquête pour délit d'initié. Mais le Conseil déontologique des valeurs mobilières, CDVM, le gendarme de la bourse, a préféré détourner les yeux. Anas Safraoui, lui,
s'est toujours fermement défendu d'un quelconque favoritisme de la part du roi. Nous ne sommes absolument pas un groupe privilégié, aucune personne influente ne nous soutient, nous n'avons jamais communiqué d'informations privilégiées. D'ailleurs, comment pourrait-on concevoir que ce soit le cas de donner le cas et donner des informations à une personne pour qu'elle s'enrichisse sur notre dos, expliquait-il dès 2006 dans la presse marocaine. Un patron ose pourtant protester et dès le début de l'année 2007 prend la parole dans les médias pour dénoncer le favoritisme dont bénéficie à ses yeux le PDG de Doha. Tout ce qui appartient à l'État doit être vendu par appel d'offres, clame-t-il. Le nom de cet insolent, Miloud Chabi, le tonitruant patron du holding INA, BTP, promotion immobilière, sidérurgie, tourisme, grande distribution, qui réalise plus de 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel, 1 milliard d'euros, véritable poil à gratter du patronat marocain, tout l'oppose à son éternel rival Anas Frewi. Si Anas est fassi, Miloud est un blédard né dans un petit village près de Sawera, sur la côte atlantique. Anas est issu d'une famille bourgeoise. À l'âge de 12 ans, Miloud Chabi gardait des chèvres et se lance dans la maçonnerie à l'adolescence. Les deux hommes n'ont en commun que le fait d'être des autodidactes. Chabi crée sa première entreprise en 1948 et choisit le secteur de la construction. Anas Frewi, frayé avec Driss Basri, l'ancien grand vizir d'Hassan II, Miloud Chabi entretient des relations tendues avec la monarchie, sans pour autant jamais franchir la ligne rouge. Aujourd'hui, Miloud Chabi adopte un profil bas, laissant à son fils Omar le soin de refuser les interviews. Il a tout de même fait en sorte, fin 2006, qu'éclate le scandale du zoo de Tmara, sur lequel le groupe Ad-Doha a mis la main en novembre 2006, en vertu de la fameuse convention d'investissement. Le directeur général du groupe, Nordin Ayyoubi, dans une interview accordée au quotidien Aujourd'hui le Maroc, a d'ailleurs reconnu que ce terrain de 53 hectares a été acheté 420 millions de dirhams, soit 820 dirhams le mètre carré. Il y a une ligne à haute tension qu'il faut enterrer, ce qui augmente le prix du mètre carré à plus de 1000 dirhams. Un prix ridiculement bas. À l'époque, le mètre carré valait aux alentours de 20 000 dirhams, 2000 euros. Lorsque, pour contrer Ad-Doha, Miloud Chabi a menacé de faire une offre d'achat du terrain au prix du marché, il a été souverainement ignoré par les autorités. Mais ce n'est pas le seul scandale qui entoure l'affaire du zoo. Lors de la convention signée en présence du souverain alawite, Ad-Doha avait promis d'aménager un autre zoo. L'État nous a engagés à réaliser un nouveau parc zoologique de 50 hectares, suivant les standards internationaux les plus élevés. D'ailleurs, nous sommes d'ores et déjà en contact avec des experts mondiaux en la matière pour ce projet qui sera situé à près de 1 km de l'actuel zoo, clamait le directeur général d'Ad-Doha. En 2010, sous la pression de l'opinion publique qui attendait toujours son nouveau zoo, Anas Frewi a déboursé 420 millions de dirhams pour construire un établissement qui en coûtera au final 800 millions à l'État. Ce dernier a fini par être inauguré en janvier 2012. Pour certains observateurs avertis du trône, l'introduction en bourse d'Ad-Doha, au-delà du vaste délit d'initié dont elle témoigne, marque un tournant majeur dans le système de prédation mis en place par le roi et son entourage. C'est le point de vue d'un homme du sérail qui a longuement côtoyé l'entourage de Mohamed VI. Le véritable délit d'initié, déclare-t-il, ne consiste pas seulement à détenir une information en amont sur le cours de bourse. Ici, la véritable manipulation d'initié consiste à octroyer des terrains publics à bas prix en sachant que les cours vont constamment augmenter. Ils ont compris avec Ad-Doha que l'on pouvait plus facilement et rapidement s'enrichir avec la finance qu'avec l'économie réelle. Un système rodé qui aura consisté à confier à Anas Frewi des réserves foncières pour que la valeur boursière du titre continue de grimper. Qui sont les profiteurs de l'opération? La question le fait sourire.
ce sont ceux qui travaillent autour du roi et qui, au fond, témoignent des tendances dominantes de notre époque, tournées vers la spéculation, l'enrichissement effréné et la financiarisation de l'économie. Pour ces hommes, Ad-Duha est une révélation, une véritable révélation. La discrétion n'est pas la vertu première des hommes du roi, surtout lorsqu'il est question de résultats financiers des filiales appartenant aux holdings royaux. Ceux-ci sont dirigés par des technocrates, pour la plupart polytechniciens ou centraliens, formés au moule républicain français, mais rentrés se mettre au service de Sa Majesté. Dans ce contexte impitoyable, où la courtisanerie le dispute à l'obligation de résultat, exhiber ses performances économiques, comme on montre ses muscles, demeure un moyen de conserver son siège, entre parenthèses, éjectable. Le holding ONA est le premier concerné par ces mœurs. Au moment de fusionner en 2009 avec la SNI, ces filiales affichaient des performances à faire pâlir d'envie n'importe quel dirigeant d'entreprise. Toutes étaient leaders dans leur secteur d'activité. C'était le cas de la centrale laitière, avec une part de marché proche de 62% sur les produits laitiers, de l'ossueur Cristal dans les huiles, de Bimo, le numéro 1 de la biscuiterie, ou encore des enseignes de grande VI. Dès son arrivée au pouvoir, aidé par son fidèle Mounir Majidi, le jeune roi se hâte de faire fructifier les affaires familiales qui doivent à tout prix dégager des bénéfices. Égard aux concurrents qui oseront l'affronter sur le terrain économique, une bataille sans merci leur sera livrée. Une autre guerre fratricide, celle-là, agite le sérail entre 2006 et 2007. Elle oppose les deux hommes forts du palais, le sécuritaire Fouad al-Himma, qui tire les ficelles du ministère de l'Intérieur, et le financier Mounir Majidi, qui gère les affaires royales. Un des épisodes de cette bataille s'est déroulé en 2006 avec en toile de fond la France. Choqués par la façon dont certains groupes hexagonaux, comme AXA ou Auchan, sont bousculés par les hommes du roi, les autorités françaises se plaignaient à Mohamed VI du traitement qui leur est réservé dans le royaume. Mauvais calcul, Mounir Majidi est alors à la manœuvre pour défaire les alliances nouées par certaines filiales de l'ONA avec plusieurs sociétés françaises soit scène d'eux. Toutefois, en bon adepte du diviser pour régner, Mohamed VI charge l'Himma d'enquêter sur les griefs français. Flairant là une occasion de porter un coup à son rival Majidi, El-Himma aurait infligé, en compagnie du patron de l'espionnage marocain Yassine Mansouri, un interrogatoire policier en bonne et due forme au secrétaire particulier du roi. Voilà à quoi sont relégués les intérêts français au milieu des années 2000 à alimenter les jeux de la basse-cour. Une caisse de compensation très rentable. Mohamed VI, comme Hassan II, n'hésite pas à instrumentaliser la puissance de l'État pour servir ses intérêts personnels, tout en se présentant comme le roi des pauvres à son peuple ainsi qu'à la communauté internationale. Il continue notamment de détourner à grande échelle et légalement les deniers publics, comme l'illustre le cas des subventions destinées à garantir aux Marocains l'accès à des produits de première nécessité, pétrole, gaz, butane, sucre et huile. Depuis les années 1940, le Maroc possède en effet un système de compensation géré par une caisse éponyme dont les réserves sont alimentées par des prélèvements fiscaux et sociaux, des avances du trésor ou encore des amendes administratives. Avec la hausse du prix des matières premières et la croissance de la population, les sommes déboursées par la caisse enflent à vue d'œil. 20 milliards de dirhams, 2 milliards d'euros
en 2007, plus de 36 milliards, 3,6 milliards d'euros en 2008 et 46 milliards de dirhams, 4,5 milliards d'euros en 2011. Peu importe que le budget de l'État en pâtisse, il y va de la paix sociale. Et puis Mohamed VI sait parfaitement que chaque accroissement du volume de subventions gonfle un peu plus les bénéfices de ces entreprises. Pourtant, des solutions alternatives à la caisse de compensation seraient envisageables. Par exemple, pour Najib Arsbi, économiste et professeur de renom à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan de Rabat, l'État pourrait distribuer un revenu aux pauvres, une sorte de RMI, et d'expliquer: on estime entre 4,5 et 5 millions le nombre de pauvres au Maroc. Quand on sait qu'un ménage rassemble en moyenne près de 5 personnes, 1 million de ménages sont donc concernés. Si l'État leur distribuait 1000 dirhams par mois, 100 euros, cela coûterait 12 milliards de dirhams par an, 1,2 milliard d'euros. Beaucoup moins que les 45 milliards actuels. Même si l'on prend en compte un autre million de ménages relevant de la classe moyenne vulnérable et qui recevraient donc également une compensation sous forme de revenus directs, on voit bien qu'il resterait encore une marge confortable par rapport à ce qui est dépensé aujourd'hui de manière injuste et inefficace. Au demeurant, c'est cela que l'on peut appeler le coût de la non-réforme de la caisse de compensation. Hélas, on peut craindre que ces considérations financières ne se situent à des années-lumière des préoccupations de Sa Majesté et de son entourage. Si, de l'avis de plusieurs observateurs qui l'ont rencontré, Mounir Majidi vit dans un luxe inouï. L'épouse de Fouad al-Himma veille jalousement au respect de ses privilèges. Une anecdote à ce propos. À Paris pour quelques jours en août 2006, Madame Himma doit bientôt rentrer au royaume à bord d'un vol commercial de la Royal Air Maroc en compagnie de sa fille et de sa bonne. Découvrant avec stupeur que cette dernière voyagera en classe économique, l'épouse du courtisan se met en tête de corriger l'impair. Et c'est au chef de la DST marocaine auprès de l'ambassade à Paris que revient cette tâche ingrate. Mais, en dépit des menaces, la rame refuse d'accorder ce passe-droit. Sans doute, en cette période de l'année, les avions sont-ils bandés. C'est alors l'inamovible consul général du Maroc à Paris, Abdelrazak Jaïdi, qui téléphone à la rame. Sûr de son bon droit, il se prétend envoyé par Sa Majesté. Si le fin mot de l'histoire ne dit pas en quelle classe la bonne de la famille Himma a finalement voyagé, il n'en reste pas moins qu'une telle résistance demeure exceptionnelle. Et ce n'est pas le gouvernement marocain qui dira le contraire. En 2005, celui-ci annonce avoir cédé toutes ses participations dans 4 sociétés sucrières à la COSUMA pour un montant global de 1,367 milliards de dirhams. Et le ministre des Finances, aujourd'hui maire de Rabat, de vanter cette privatisation qui s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de développement de l'industrie sucrière au Maroc. Et marque la volonté de l'État d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur tant au niveau agricole qu'au niveau industriel. En revanche, le ministre se gardera bien de souligner qu'avec ces 4 sociétés rachetées par la COSUMA, donc par l'ONA, le royaume se retrouve dans des situations inédites. Une privatisation n'a-t-elle pas installé une entreprise appartenant au chef de l'État en situation de monopole? Grands amateurs de sucre, les Marocains en consomment bon an, mal an. Environ 1 million de tonnes, produites pour moitié localement et pour moitié importées. Depuis 1996, l'État fixe la subvention publique à 2000 dirhams la tonne raffinée, garantissant ainsi aux ménages les plus modestes qu'ils pourront continuer à sucrer leur thé à la menthe. Comme le rappellent les professeurs Najib Arsbi, Driss Benatia et Nourdin
El Aoufi, dans un ouvrage consacré à l'agriculture marocaine et publié en 2008, sous le contrôle de Cosumar, filiale du groupe ONA, l'industrie du sucre se compose de 6 sucreries de brut, 7 sucreries de blanc et de 2 raffineries. Or, les subventions sont directement versées aux unités de production et aux importateurs de sucre raffiné sur la base des quantités vendues. Autrement dit, à Cosumar exclusivement en fonction de ce que l'entreprise déclare. On voit très bien le problème que cette situation pose, poursuit l'économiste Najib Arsbi. À partir du moment où Cosumar a le monopole de tout le secteur du sucre, production, transformation et distribution, c'est forcément cette entreprise qui cogère avec l'État la caisse de compensation pour la partie consacrée au sucre. Tout se déroule dans une totale opacité entre ces deux acteurs, avec d'un côté une puissante filiale d'un groupe royal, et de l'autre une administration qui n'a ni les moyens, ni peut-être surtout la volonté de contrôler ce que Cosumar veut bien lui déclarer en vue de l'établissement de la facture de la compensation. De là à imaginer qu'il y aurait des abus. L'ONA décide des droits de douane sur le lait importé. Le cas de la centrale laitière, détenue à parts égales par le groupe français Danone et par l'ONA, est lui aussi révélateur du peu de considération que le roi attache au bon fonctionnement du budget de l'État. Au Maroc, la consommation mensuelle de lait varie entre 50 et 60 millions de litres, dont près du 5e est importé sous forme de lait en poudre, qui sert notamment à confectionner des yaourts, la principale activité de la centrale laitière. Or, le lait en poudre connaît une flambée des prix sans précédent sur les marchés internationaux. Au milieu des années 2000, son cours est passé en moyenne de 20 000 dirhams, la tonne en 2005 à plus de 25 000 dirhams un an plus tard. Une situation fâcheuse pour les producteurs marocains de yaourt. En 2006, tous, la centrale laitière en tête, font pression sur le gouvernement pour revoir à la baisse des droits de douane sur cette denrée taxée à 60%. L'affaire s'engage mal pour le gouvernement. Les 12 000 tonnes de lait en poudre alors importées chaque année lui rapportent 110 millions de dirhams qui alimentent bien sûr le budget de l'État, mais aussi le Fonds spécial de développement. Le Fonds spécial de développement agricole. Autant dire qu'il s'agit de deniers publics utilisés à bon escient. Mais la centrale laitière n'en a cure, préférant sauvegarder sa marge. Et la filiale de l'ONA, avec le soutien des autres opérateurs laitiers, de menacer de mettre un terme à ces importations de lait au moment du Ramadan. Impensable. Est-ce qui devait arriver arriva. Le gouvernement cède rapidement, prétextant l'arrivée du mois sacré pour abaisser de façon spectaculaire les droits de douane sur les importations de lait en poudre. D'un coup de baguette magique, maléfique serait plus approprié, ceux-ci chutent alors de 60% à 35% pour le lait en poudre et de 102% à 2,5% pour le lait UHT. Autrement dit, une quasi-exonération. Les sociétés privées suspectées de vouloir porter ombrage aux entreprises royales sont encore plus maltraitées que le ministère des Finances. L'entreprise saoudienne Savola en a fait l'amère expérience, sans crime avoir concurrencé avec succès les produits de la société Le Sieur, propriété de l'ONA, jusqu'en 2011. Installé au Maroc en 2004, Savola partait a priori avec de bons atouts en poche. Il se murmurait que le palais avait même donné sa bénédiction en vertu des bonnes relations fondées sur la solidarité monarchique entre le royaume du Maroc et celui des Al Saoud. Un an plus tard, en 2005, les résultats de Savola dépassaient les espérances de ses propriétaires grâce au succès de l'huile Afia. Quant la filiale de l'ONA accusait de son côté une chute de sa part de marché de 10%. Inacceptable. Tous les moyens seront bons pour abattre le Saoudien,
et personne ne peut imaginer que Mohamed VI était maintenu dans l'ignorance de l'évolution du dossier, compte tenu de la sensibilité qu'il revêtait. C'est donc sans doute avec sa bénédiction que le sieur saisit le Conseil de la concurrence en 2007. Véritable coquille vide qui ne parvient même pas, le plus souvent, à se réunir pour statuer sur les affaires courantes. Ce dernier fit alors preuve d'un zèle surprenant et condamna Savola à mettre fin à ses pratiques de dumping. Un coup dur, certes, mais le coup fatal sera porté par l'ONA directement. Les hyper et supermarchés Marjan et Assima, tous deux propriétaires du holding royal, cessent du jour au lendemain d'approvisionner le rayon en huile Savola. L'ONA avança un argument en or pour dissuader les circuits indépendants de distribution épicerie de désobéir. On menaça de ne plus les fournir en sucre raffiné par Cosumar, ni en yaourt et packs de lait produits par la centrale laitière, en dépit de la résistance des Saoudiens qui multiplièrent les actions en justice. Lobbying, compagnie de presse, rien n'y fit et les produits Savola disparurent progressivement des rayons. En 2010, de guerre lasse, les Saoudiens mettront en vente la société, mais aucun repreneur ne se fera connaître. À l'ONA, la vengeance est un plat qui se mange glacial. Colère royale et conseillers frappés. La riposte réservée à Savola est disproportionnée. Elle reste pourtant sans commune mesure avec la violence physique, celle-là, qui s'abat à l'occasion derrière les murs épais des palais que Mohamed VI possède à travers le royaume. Le sujet est tabou. Mais l'on dit que de véritables psychodrames humains s'y dérouleraient. Le roi est en effet réputé passer un certain niveau d'énervement pour ne plus parvenir à se maîtriser. Il frappe alors facilement à coups de pied et de poing quand il ne saisit pas du premier objet lui tombant sous la main. Ces crises ont été portées sur la place publique marocaine en 2009 par le journal hebdomadaire, maintes fois censuré. Le cercle rapproché du monarque subit ses foudres. Simple saute d'humeur anecdotique, mode de gouvernance où la peur cristallise l'autorité, s'interrogeait le magazine en une. Mais en 2006, seules les gazettes étrangères se firent ouvertement l'écho d'une de ces colères royales. En juin de cette année-là, une séance de travail consacrée à l'ONA se tenait au palais de Rabat, en présence du souverain. Mounir Majidi entamait un long exposé lorsque, sans crier « Gare », Mohamed VI se leva, se précipita vers son conseiller et renversa le malheureux à terre avant de le rouer de coups. « Voilà où tu nous mènes, espèce d'incompétent, avec tes affaires véreuses », hurla-t-il en substance. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour du conseiller Mohamed Mouatassem, un juriste réputé alors en charge du dossier de l'autonomie du Sahara occidental, de faire les frais de la royale colère, qui cette fois menaça de très mal finir si l'on en croit le quotidien espagnol El Mundo dans son édition du 18 juillet 2006. On y apprend que profondément humilié, Mouatassem aurait tenté de se suicider en avalant des cachets et en se jetant dans sa piscine, d'où son jardinier l'aurait sauvé in extremis. En cause, selon El Mundo, une véritable raclée administrée au palais de Rabat devant d'autres conseillers, avec en prime un royal crachat doublé d'une confiscation des clés de la voiture de fonction. Le quotidien précise que, après avoir été soigné à Rabat et à Paris, le conseiller se vit offrir un séjour au palace parisien du Crillon, où les éclopés de Sa Majesté avaient pris l'habitude de se retaper auprès du roi colère. Ces excès sont ceux d'un monarque qui, à l'image de son père, sait qu'il n'a aucun compte à rendre. Il souffle le chaud et le froid.
puis ses victimes bénéficient le plus souvent de sa mansuétude. Un traitement de faveur auquel n'ont pas eu droit les membres de la coopérative agricole COPAG, située dans la petite ville de Taroudant, où Jacques Chirac et son épouse Bernadette font de fréquents séjours, au célèbre hôtel de la Gazelle d'Or. Pour être précis, COPAG fabrique et commercialise les produits laitiers et jus de fruits de la marque Jaouda. Créée en 1993, cette coopérative qui à ses débuts ne rassemblait que 21 agriculteurs contre 12 500 aujourd'hui, a vite connu le succès grâce à ses belles capacités d'innovation et à son sens du marketing. Ainsi, 10 ans à peine après sa création, la part de marché des produits laitiers Jaouda est passée de 3 à 20%. Du coup, Jaouda menaçait la suprématie absolue de la centrale laitière. En 2004, l'exaspération était à son comble à l'ONA, et le palais entreprit de passer à l'attaque avec cet autoritarisme et ce sens de l'instrumentalisation des pouvoirs publics qui caractérise la monarchie alaouite. Ainsi, cette année-là, une loi de finances taillée sur mesure avait prévu de mettre un terme aux avantages fiscaux dont jouissaient les nombreuses coopératives marocaines. Dans la ligne de mire des autorités, les exonérations accordées en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés. Mais, après de nombreux débats et une levée de boucliers des coopératives, la décision fut finalement prise de ne taxer que les coopératives affichant un chiffre d'affaires supérieur aux millions de dirhams. Autant dire que cette loi était dirigée en particulier contre la COPAG qui remplissait haut la main cette condition. Malgré ces tentatives, les produits Jaouda sont toujours distribués aujourd'hui et continuent de faire le bonheur de millions de Marocains. Mais de quel poids pèsent les membres de cette coopérative agricole face au premier paysan du royaume qu'est Mohamed VI? Une situation ô combien confortable que le souverain a hérité d'Hassan II, qu'il avait lui-même hérité de son père Mohamed V. Et c'est sans gêne qu'en 1996, Hassan II pouvait déclarer au Figaro: « Oui, je suis un grand propriétaire, mais j'en ai le droit. Tout est enregistré au cadastre, j'ai hérité le tout de mon père, j'ai acheté des propriétés, je distribue des salaires, je participe à l'exportation de nos produits agricoles, j'ai des fermes expérimentales dans lesquelles je dépense moi-même mon propre argent. Domaines royaux, tout est confidentiel. Les terres de la monarchie marocaine sont concentrées au sein d'une structure privée jadis appelée les domaines royaux et connue aujourd'hui sous le nom plus anonyme de domaines agricoles. Et c'est là à peu près la seule chose que l'on sache officiellement sur cette mystérieuse entreprise. Même les étudiants censés rédiger un mémoire sur le sujet se voient répondre par la chargée de la communication comme par le responsable commercial qu'ici tout est confidentiel. En 2008, une enquête approfondie de l'hebdomadaire marocain en langue française telle qu'elle leva pourtant un point du voile. On y apprenait notamment que les domaines royaux réalisaient un chiffre d'affaires estimé à 150 millions de dollars, dont les 2/3 à l'exportation, notamment des agrumes, mais aussi qu'avec plus de 170 000 tonnes de productions exportées à l'étranger, le groupe des domaines se plaçait sur la première marche du podium des exportateurs de primeurs et d'agrumes nationaux. Mais le mystère demeure entier au sujet de la superficie des terres appartenant au domaine de Sa Majesté. Faut-il compter en dizaines de milliers ou en centaines de milliers d'hectares? Primeurs, agrumes, élevage, pépinières, produits laitiers, apiculture, aquaculture, production d'huile essentielle. Les activités des domaines étant variées, on imagine que la taille des propriétés du roi est à la hauteur de cette diversité. Mais voilà, les domaines ne reconnaissent officiellement qu'un petit parc de 12 000 hectares, un chiffre qui fait sourire les experts agricoles du royaume, avec de belles terres bien irriguées situées autour d'Agadir, de Marrakech, de Nimellel, de Fès, de Rabat, mais aussi dans le nord du royaume et même à côté de Dakhla, en plein Sahara occidental,
on imagine sans peine qu'il s'agit d'une hypothèse très basse. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un monarque d'un tel activisme économique, Mohamed VI aura mis 5 ans après son arrivée au pouvoir pour découvrir les immenses bénéfices qu'il pouvait tirer de cette ère. Un discours prononcé le 30 juillet 2004 donne le coup d'envoi de la reprise en main de ses propriétés agricoles. Conscient que c'est le monde rural qui souffre le plus du déficit social, nous estimons que la mise à niveau globale de notre économie passe nécessairement par une stratégie efficace du développement rural, à même de permettre la transformation du secteur agricole traditionnel en une agriculture moderne et productive. Plus qu'à une mise à niveau du pays, c'est avant tout à une mise à niveau de ces domaines agricoles que le monarque procède. Le gendre d'Hassan II est limogé sans ménagement et remplacé par un proche de Mounir Majidi. Toutes les décisions importantes du groupe sont prises ou doivent être validées par le secrétaire général du roi. Le PDG, Bouammar s'occupe, lui, des affaires courantes du groupe. Chaque exploitation est gérée par un directeur qui rend compte au PDG, qui rend compte à Majidi, écrivait le magazine tel quel en 2008. Dans ces conditions, les domaines agricoles sont fin prêts pour entamer leur mue. On ne peut hélas en dire autant des campagnes marocaines, où le niveau de vie des agriculteurs décollera nettement moins vite que le chiffre d'affaires des domaines. Une liberté d'expression sinistrée. Un autre corps de métier va traverser de graves difficultés dans un tout autre secteur, celui de la liberté d'expression. Après une période de répit en 2005 et 2006, qui sans doute a été marquée par le reflux de sécuritaires au sein du palais, la presse libre et indépendante qui survit tant bien que mal financièrement, va être muselée sans ménagement. L'année 2007, au cours de laquelle des élections législatives doivent avoir lieu, débute dans l'arbitraire. Le 15 janvier, le directeur de publication de l'hebdomadaire arabophone Nishan, Driss Sikes, ainsi que la journaliste Sana El Haji sont condamnés en première instance à 3 ans de prison avec sursis et 80 000 dirhams, 8 000 euros d'amende. Cet hebdomadaire en Darija, l'arabe dialectal marocain, a par ailleurs été condamné à 2 mois de suspension. La cause, un dossier intitulé « Blague, comment les Marocains rient de la religion, du sexe et de la politique ». 3 jours plus tard, le patron du journal hebdomadaire, Abou Bakr Jamei, est contraint de démissionner pour sauver la publication. Avec le journaliste Fahd Iraqi, il avait été condamné en diffamation à verser à un obscur centre de recherche belge la somme faramineuse de 3 millions de dirhams, 300 000 euros. La raison cette fois, selon l'ONG Reporters sans frontières, un dossier mettant en cause l'objectivité de l'une de ses études effectuées sur le Front Polisario, un mouvement sécessionniste du Sahara occidental. Ne pouvant assumer financièrement cette amende, Jamei aura préféré jeter l'éponge pour éviter que des huissiers ne viennent apposer des scellés sur les locaux du journal, qui pourra ainsi s'assurer un sursis de 2 ans. Toujours en 2007, la répression de la presse culmine en août avec la condamnation à 8 mois de prison ferme du journaliste Mustafa Hormatullah pour avoir publié une note des services secrets marocains qui appelait à la vigilance contre les actes terroristes. Planifiée, téléguidée par Fouad Ali El-Himma, cette campagne de muselage des médias aura permis au palais de détourner l'attention des affaires de Sa Majesté. Plusieurs articles consacrés à la façon dont les subventions publiques finançaient en fait l'ONA avaient révélé trop de scandales. Quoi qu'il en soit, les entreprises du roi avaient tendance à devenir moins rentables.
Dans le secret du cabinet royal, Mounir Majidi et son stratège Hassan Bouhammou, qui avait anticipé cette panne, planchaient déjà sur l'étape suivante, mettre la main sur des secteurs d'avenir en faisant mine de combattre la corruption. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 9. Et on pourra entamer plus tard le chapitre 10 qui s'appelle Caprice de roi.